Bonjour Bernadette. Bonjour Hélène. Alors, je suis très honorée de votre présence sur le podcast Où est le beau. Je remercie d'ailleurs immédiatement Olivier Amand, biologiste et directeur de l'Institut Michel Serres, qui vous a passé le relais dans son épisode. C'était le numéro 233. Ce qui m'a subjugué dans votre travail, c'est la taille de votre scope d'études et de recherche. Alors, je le dis tout de suite, cet épisode ne va pas être technique, n'ayez pas peur, au contraire. On va plonger dans un dialogue passionnant entre science, société et objets, les choses qui composent notre monde. Je précise ça parce que c'est vrai qu'il est parfois difficile et assez obscur pour le public de bien se repérer dans ces disciplines, notamment les sciences. Et un peu toute proportion gardée, mais c'est parfois, on est parfois aussi perdu quand il s'agit de parler du beau aujourd'hui. Déjà parce qu'il est perçu de manière très différente par chacun et c'est pas du tout l'objet de ce podcast de se dire voilà ça c'est beau, ça c'est pas beau. C'est pas du tout ça. Et j'ai déjà beaucoup parlé là-dessus sur mon prisme. En revanche, le constat, c'est que tout le monde se targue que le beau est devenu un argument tout trouvé et facile pour dire finalement, en fait, il y a pas de problème, circuler un petit peu, il y a rien à voir. Ce que je fais, c'est de l'émotion, c'est de l'affect et c'est suffisamment fort et travaillé pour que ça réponde aux codes sociaux et que finalement, bah, voilà, ça va durer, pas d'inquiétude. Et en fait, aujourd'hui, on le voit, comment est fabriqué le beau? C'est une énorme question aujourd'hui, à laquelle on peut pas faire l'impasse. Le beau, donc moi, celui dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment le beau qui est créé par l'homme, hein. C'est pas le beau des origines qui nous précède, c'est vraiment celui qui remplit, notre monde est rempli d'objets, donc il y a bien des créateurs qui fabriquent des choses et c'est ici qu'on se situe. Que ce soit les entreprises ou les créatifs, voilà, ils vont vouloir rendre beau leurs produits, leur œuvre et notre société fait que, ben, on questionne jamais véritablement ce qui nous est un peu donné comme, acquis, cette logique sans questionner, bah, c'est joli, c'est beau donc hop, vous achetez. En menant moi cette réflexion sur le beau, quand on le fait atterrir donc dans des choses, des objets, je me suis rendu compte que ça touchait des tas de disciplines comme donc le design, les savoir-faire, l'artisanat, mais aussi les sciences, la biologie, la chimie. On va en parler beaucoup, aujourd'hui avec vous, Bernadette. La sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie et cetera. Enfin, c'est vertigineux et que dans notre monde, en fait, toutes ces disciplines sont tellement dans des points de détail, dans leur spécialité, qu'il existe peu d'opportunités en fait d'invitation à bien vouloir voir globalement toutes ces imbrications et surtout comprendre comment et où ça va en fait. Et c'est là où des personnalités comme vous sont absolument indispensables parce que c'est vous, donc vous avez aussi, donc je vais revenir là sur votre parcours, mais notamment ouvert la voie en France de ce travail, de ce grand chantier de réflexion, en introduisant notamment un courant de pensée anglo-saxon qu'on appelle études sociales des sciences et des techniques, ou sciences, techniques et sociétés, je ne sais pas trop comment on dit ça, mais en tout cas, c'est une approche interdisciplinaire qui étudie les sciences et les technologies comme des activités humaines ancrées dans des contextes sociaux, politiques, culturels et économiques. Donc, vous avez traduit, adapté et introduit en France pas mal de travaux de ce courant-là, tout en évidemment développant une pensée qui vous est propre et qui relie tout ça, sciences, techniques, éthique et société. Vous êtes l'auteur d'une centaine d'articles et d'environ une dizaine d'ouvrages majeurs. Matière à penser, faut-il avoir peur de la chimie, se libérer de la matière, la science contre l'opinion ou encore les sciences dans la mêlée. Je mettrai les liens dans les notes de cet épisode. Et vous avez dédié votre vie à faire ces zoom out, en fait, à raconter la matière, à former des générations d'intellectuels, de chercheurs, de philosophes, à penser la science autrement, vraiment comme production culturelle, politique et morale, et pas comme une simple accumulation de faits objectifs. Vous avez d'ailleurs reçu de très nombreuses récompenses en France et aux États-Unis pour toutes vos contributions, hein, à l'histoire et à la philosophie, dont le prix Franklin Lavoisier en 2024. Comme vous, je crois, je suis vraiment fascinée par les objets qui composent notre monde, qui habitent notre quotidien. Vous disiez dans une interview que les choses sont intéressantes de tout ce qu'elles disent du monde. Et je suis assez d'accord avec ça. Le problème aujourd'hui, c'est que comme finalement on a fabriqué des choses telles que les humains veulent les faire, eh ben, on arrive à un petit problème parce que ça marche plus très, très bien cette histoire. Avec vous Bernadette et je vais en finir, là parce que je vous introduis quand même, à titre, enfin tout ce que vous avez fait, finalement vous êtes donc historienne des sciences, notamment, de la chimie, philosophe de la matière, donc intellectuelle engagée, hein, qui interroge cette place de la science dans nos démocraties et dans l'avenir de nos sociétés. Vous avez longtemps enseigné à l'université, Paris 1, Panthéon-Sorbonne et notamment en tant que professeur en épistémologie, en sciences et techniques. Vous avez beaucoup travaillé sur la chimie
Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez courageux parce qu'en fait, il y a pas beaucoup d'attractivité culturelle à la chimie. C'est assez, marginal, en fait. C'est très, ça le grand public voit ça comme un truc d'expert et c'est plutôt mal aimé. On peut-être qu'on en reparlera et en réalité, moi, ça a été un gros choc aussi quand, j'ai commencé un peu ma prise de conscience, de voir que finalement, bah, je pensais que, j'opposais, en fait, le bio et la chimie alors que, c'est toute une autre histoire et bien plus complexe que ça. On va en parler. Donc dans cet épisode, on va mettre le focus sur les objets de la vie quotidienne, les choses du quotidien et j'aimerais peut-être qu'on commence cette conversation, Bernadette, avec, cette 1re question de: qu'est-ce que c'est en fait être philosophe de la matière? Bien, merci, Hélène. Je ne crois pas être philosophe de la matière, parce que la matière, c'est un concept très général. Je dirais plutôt que je suis philosophe des choses. Et dans les choses, ce qui m'intéresse, c'est ce dont elles sont faites. Le stuff, comme on dit en anglais, ce qui les fabrique. Pourquoi? Parce que, et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la matière, mais il faut bien distinguer deux choses, matière et matériaux. Alors c'est la même origine, hein, c'est la même origine qui est très intéressante d'ailleurs. Ça vient d'une origine indo-européenne qui veut dire mater, qu'on retrouve dans maternelle, et qui désigne une chose féminine qui engendre. Donc c'est cette origine-là. Et puis par un processus d'abstraction, on est passé de ce concept qui désigne le cœur de l'arbre. En grec, c'est ulé, ulé qu'on utilise encore dans le grec moderne pour dire la matière, ou xylé, qui veut dire aussi le bois. Et on est passé du cœur de l'arbre au bois en général, puis du bois en général à tout ce dont les objets sont faits, et puis de tout ce dont les objets sont faits au concept de matière en général. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus d'abstraction au cours de l'histoire. Et la matière, ça désigne depuis en gros le 16e, 17e siècle, quelque chose sans qualité. La matière des scientifiques, c'est une étendue en longueur, largeur et profondeur, disait Descartes, à quoi Newton a ajouté l'attraction. Mmh. Mais la matière est la même pour tous les objets, pour tout. Tandis que le concept de matériau, lui, reste un concept beaucoup plus lié à la pratique de création. Le matériau, moi je dis volontiers, c'est un concept hybride. Mmh. Hybride, pourquoi? Parce que ça désigne à la fois quelque chose qu'on tire de la nature, quelque chose que d'ailleurs la chimie et la science des matériaux définit par des propriétés qui sont la structure, les propriétés, les fonctions. Et puis, ça désigne aussi notre rapport à ces objets, à cette chose, ce qu'on en fait. C'est-à-dire, par exemple, on parle de les sociétés se définissent par leur rapport à la matière. On a défini la préhistoire par rapport aux matériaux utilisés Mmh. par les préhumains, c'est-à-dire l'âge de la pierre, d'abord l'âge du bronze, l'âge du fer. Aujourd'hui, on parle de l'âge des plastiques, de l'âge de l'atome. Voilà, donc on définit les sociétés humaines par rapport à leur rapport à la matière, ce qui veut dire que notre rapport à la matière est constitutif de la civilisation. Mmh. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce lien entre le matériel et le culturel. C'est comment on s'articule, notre choix de société, notre choix de civilisation, il se dessine dans notre rapport à la matière, enfin Et au alors matériel. matériaux et là, aujourd'hui alors, on en serait où à peu près? Eh ben, aujourd'hui, on en est d'abord au fait que on a cru pouvoir s'émanciper des contraintes de la matière. Et je me rappelle très bien quand j'ai commencé à travailler là-dessus, est paru dans un journal grand public de vulgarisation, qui était le Scientific American, un article qui s'appelait La fin de l'âge des matériaux. C'est-à-dire vraiment l'expression, grâce au progrès des sciences et des techniques, on s'affranchit des contraintes de la matière. Et c'est un petit peu cet idéal de la modernité qui est de s'émanciper des contraintes de la nature et en particulier des contraintes de la matière. Et ça a été grandement facilité par, ce qu'on appelle l'âge de l'information, c'est-à-dire les techniques de communication et d'information
qui semble nous émanciper des contraintes de la matière, puisque on peut communiquer quelles que soient les distances qui nous séparent, comme nous le faisons en ce moment. On peut communiquer aussi dans le temps, enfin, etc. Donc, c'est cette idée d'émancipation par rapport aux contraintes de la matière qui est la grande illusion, me semble-t-il, de la modernité. C'est une illusion parce que, justement, on sait bien aujourd'hui que toutes ces techniques de communication coûtent énormément d'énergie et de matériaux et que ces ressources sont limitées. Avant de rentrer peut-être là-dedans et dans tout ce qui est invisible aujourd'hui et toute cette relation qu'on a un peu perdue avec la matière, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi la matière et la chimie sont liées et Alors la comment en fait? chimie, justement, à la différence de la physique, peut-être, s'intéresse plus aux matériaux qu'à la matière. La physique étudie les propriétés de la matière en général et la chimie, en revanche, étudie des substances individualisées. Le fameux tableau périodique des éléments, qui est un petit peu l'icône, la charte de la chimie, montre que ce qui fonde l'approche des chimistes, c'est précisément de penser une pluralité, une diversité de matériaux et ce pluralisme des formes de matière, et on les classe en familles, donc il y a vraiment une diversité et c'est précisément parce qu'il y a des substances individualisées qu'on peut faire transformer ces substances. Alors on peut d'une part, et c'était l'ambition des alchimistes, on peut les transmuter, du moins c'est ce que pensaient les alchimistes, qui pouvaient transmuter le plomb en argent puis en or. On les appelait des faiseurs d'or, hein, et sans même transmuter, parce que transmuter, ça fait appel à la physique nucléaire. En tout cas, on peut les transformer. On peut prendre des molécules carbonées et ajouter des fonctionnalités pour répondre à des besoins, et c'est ce que font les chimistes, notamment en chimie organique. Donc, la chimie se caractérise à la fois par le fait que la matière, ça se décline au pluriel, c'est des Mmh. matériaux, et deuxièmement, que c'est fortement individualisé. C'est-à-dire chaque élément du tableau périodique a ses propriétés en propre. Alors, il y en a qui sont semi-conducteurs, qui intéressent particulièrement aujourd'hui les technologies de l'information. Et donc, toute la colonne des semi-conducteurs, il y en a qui sont fortement électropositifs. Donc ça, les métaux alcalins, et ça intéresse fortement aussi toute la production d'électricité ou de batteries aujourd'hui. Et alors, est-ce que la chimie aujourd'hui, parce que quand on entend dans le langage courant ce mot et beaucoup aujourd'hui dans les débats, où finalement des personnes aujourd'hui soucieuses de l'avenir du monde ont une image un peu diabolisée de la chimie en se disant: «La chimie, c'est le mal» et moi, j'étais aussi peut-être dans cette ignorance, on va dire là. En découvrant votre travail, en lisant toute partie de vos recherches, j'ai compris qu'en fait, je faisais vraiment grandement erreur. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus pour nous expliquer quel est le rôle de la chimie, enfin là, dans le sujet, qui touche les matériaux et qui sont à l'œuvre aujourd'hui? L'idée, c'est que en prenant les propriétés des matériaux tels que la nature les a produits, eh bien, on peut faire quelque chose de différent. On peut faire des molécules intéressantes dans le langage d'aujourd'hui, ou on peut faire de l'or dans le langage de l'alchimie. Et les alchimistes ont culturellement été, comme les mécaniciens d'ailleurs, les promoteurs de l'artifice. Or, l'artifice au Moyen Âge a été dans la culture scolastique d'une partie du Moyen Âge, a été considéré comme étant contre nature. Et Les tout, alchimistes, c'était au Moyen Âge, c'est ça? oui, enfin, l'alchimie date d'avant même Ah. Jésus-Christ, hein, Alexandrie, et puis il y a plusieurs formes d'alchimie. Moi, je connais mal l'alchimie, mais disons que les alchimistes, c'est des gens qui font. C'est avant tout des gens qui travaillent. Ce sont les créateurs du mot laboratoire. Mmh. Laboratoire, c'est le lieu où l'on labeur, où on travaille, Mmh. et on Mmh. travaille la matière. Et c'est ce travail de la matière, c'est ce faire qui caractérise vraiment le rapport à la matière dans l'alchimie. Et je pense que c'est cette idée que, il faut travailler la matière, mais alors il y a 2 façons de travailler la matière. On peut travailler sur ou on peut travailler avec. On peut faire
avec. Et j'aime bien l'expression française «faire avec». Faire avec, ça veut dire il faut s'arranger, hein. Il faut faire des compromis. Et ben, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est-à-dire il faut tenir compte des comportements et donc connaître les comportements de chaque, matériau individuel pour pouvoir le mettre au travail dans le laboratoire pour produire ce qui nous intéresse, pour faire des molécules d'intérêt. Mais pour ça, il faut d'abord bien connaître les propriétés individuelles de chaque élément, afin de le faire, ça je parle en Ouais, ouais. langage chimique moderne, pour, pouvoir l'utiliser et le rendre intéressant pour nous. Est-ce que ça veut dire du coup qu'on a confondu, là je parle plutôt du grand public et des non-sachants, des non-chimistes, hein, mais de loin du coup, est-ce qu'il y a eu une confusion dans la société entre l'artifice et le synthétique? Et que du coup on s'est dit: «Ah bah la chimie c'est nul, ouh là là, attention dangereux». Alors là, je dirais 2 choses. D'abord, il y a plusieurs formes de savoir. On a des savoirs plus ou moins, scientifiques, plus ou moins, populaires, plus ou moins indigènes, plus voilà. Donc ça, c'est Bien une sûr. première chose. Donc on a chacun une certaine vision en fonction de notre pratique quotidienne, de notre rapport aux matériaux. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que il me semble que on a des rapports, on confond pas, l'artificiel et le synthétique. Synthétique, ça veut dire qu'à partir des éléments naturels, parce qu'il faut toujours qu'il y ait une matière première, hein, on a pu fabriquer autre chose. Et donc synthétique, alors il y a des demi-synthèses, ce qu'on appelle des demi-synthèses ou des synthèses totales. Mais les synthèses totales, elles sont toujours faites à partir du naturel. Donc le synthétique n'est jamais antinaturel. Et ça, les alchimistes se sont efforcés de le dire dans un langage qui, à l'époque, était celui de la scolastique. On utilise des causes matérielles, des causes motrices qui sont celles de la nature, ou bien, Descartes l'a dit dans son langage, tout ce qui est naturel, artificiel est avec cela naturel, parce que tout repose sur les lois de la nature. Donc, il y a pas de différence fondamentale entre le naturel et le synthétique. Mais il n'empêche que la chimie est essentiellement promu la technique, c'est-à-dire la légitimité de fabriquer quelque chose à partir de la nature. Mais il y a des différences de degré entre le naturel et l'artificiel. Mais il n'y a pas de différence de nature, c'est ça que je veux dire. D'accord. Et donc la chimie aujourd'hui est mal vue certainement parce qu'on a opposé le naturel au synthétique ou au chimique. Mais tout ce qui est chimique est naturel et fait à partir de la nature. Il n'empêche que, les plastiques, c'est des polymères synthétiques, tandis que le bois, ou la cellulose, qui est un des composants du bois, Mmh. est un polymère naturel. Voilà, fabriqué par la nature. Mais ce qui est remarquable, c'est que plus les chimistes avancent dans la fabrication du synthétique, plus ils se rapprochent de la nature. Depuis les années, 1980, il y a, une grande fascination dans la création de matériaux, soit par des chimistes, soit par même des designers, pour le biomimétisme. Et donc plus on cherche à fabriquer des matériaux artificiels, c'est-à-dire qui sont différents des matériaux fournis par la nature, comme le bois par exemple, ou déjà fabriquer des familles de matériaux traditionnels comme les métaux, les céramiques. Mais, plus on cherche à faire des matériaux avec des propriétés nouvelles, plus on se rend compte que la nature l'a déjà fait. Pour moi, c'est Mmh. fascinant. C'est l'ironie. Plus on va loin dans l'artifice, plus on s'aperçoit que, la nature a, fait des astuces, enfin le vivant a fabriqué des matériaux extrêmement performants avec un mélange de propriétés inédites. Mais alors, vous parliez du biomimétisme. Aujourd'hui, est-ce que tout le biomimétisme est soutenable quelque part? Ou il faut faire attention peut-être à un biomimétisme qui utiliserait, peut-être qu'on pourrait prendre l'exemple de cette analyse en fait de ces matériaux plastiques pour qu'on comprenne peut-être vraiment quelle est leur particularité en fait?
Oui, le cas des plastiques est effectivement très intéressant parce que le début de l'âge des plastiques, c'était vraiment le rêve d'une émancipation de la matière. Si on les a appelés plastiques, ces polymères synthétiques, c'est précisément parce que ils se présentent, on a valorisé une de leurs caractéristiques qui est qu'ils sont malléables, ils se prêtent à tous les usages. On les appelait les matériaux de mille usages. Au début, on les a promus, les premiers polymères synthétiques, ils étaient d'ailleurs que hémisynthétiques, que demi-synthétiques, comme le celluloïd, qui était fait à partir de cellulose, donc d'un OK. polymère naturel. On les a d'abord promus comme étant des imitations des matériaux naturels. On s'est rendu compte que c'était pas un bon argument parce qu'ils sont pas vraiment ils imitent pas, ils n'ont pas les mêmes qualités. Et que si on voulait vraiment les rendre intéressants, il fallait plutôt mettre en valeur une autre de leurs qualités. C'est que ces polymères, ils permettent suivant qu'on change la couleur, suivant qu'on change la forme, ils s'adaptent à de multiples usages. Et d'où le terme plastique. On les a appelés plastiques parce qu'ils se prêtent à nos besoins. Donc ils sont dociles. Et ils sont tellement dociles que quand on les fabrique, on fabrique en même temps, et pour moi ça c'est très très important, ce qui caractérise les polymères synthétiques, c'est qu'on fabrique en même temps la matière et la forme. Mmh. C'est-à-dire qu'à partir des petites graines qu'on a de monomères, on polymérise en même temps que on met en forme, soit par moulage, soit par extrusion. Mmh. Et donc, c'est vraiment en un seul Magique. geste qu'on fait la matière et la forme. C'est un rêve. Et Roland Barthes, en 1957, lors d'une exposition plastique à Paris, qui promouvait le plastique, a tout de suite compris ça. Il appelait ça le matériau miracle, quasi virtuel. Il a presque plus de matérialité. Il est la potentialité de tout. Et il ne s'est pas trompé, puisque depuis 5 ans, 57, ça fait plus de 70 ans, les plastiques se sont substitués à presque tous les autres matériaux. Dans plein d'applications, on a remplacé l'aluminium, le bois, par des plastiques, en particulier par des composites, parce qu'en réalité, le plastique a pu se substituer à presque tous les autres matériaux et devenir vraiment le matériau inévitable. Il est partout aujourd'hui et on le voit. Il est partout, même dans les océans et dans les sols, où on ne peut plus s'en débarrasser. Il est partout parce que il avait cette capacité de se prêter à tous les usages. Pour moi, c'est le matériau icône du modernisme, de ce Mmh. rêve d'émancipation des contraintes de la matière, de faire ce qu'on veut avec la matière, de la Donc soumettre à nos désirs. Et c'est le donc matériau désirable par excellence. donc ça veut dire, avec le plastique, on peut s'affranchir de ces contraintes, on va dire, naturelles des matériaux, parce qu'en fait, ça va plus vite, parce qu'on peut rentrer en masse, parce que à quel endroit vraiment Eh bien, c'est parce qu'on peut fabriquer et mettre en forme, synthétiser et mettre en forme en même temps, c'est mmh. des procédés qu'on peut mettre à grande échelle et qu'on peut justement industrialiser. Et donc, effectivement, la production en masse, c'est accompagné d'une consommation de masse, c'est-à-dire que les plastiques sont devenus indispensables. Pourquoi? Parce qu'on a changé notre rapport à la matière avec les plastiques. On a changé notre Mmh. rapport à la matière au sens où, et c'est le paradoxe des plastiques, à la fois on valorise beaucoup la plasticité, le fait et ils sont éminemment désirables, mais ils sont éminemment désirables, mais on les jette. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune valeur. Ils sont pas chers, on les jette après usage. Donc les plastiques ont permis de répandre à grande échelle ce qu'on appelle la culture du jetable. C'est-à-dire qu'après un seul usage, je bois mon café, je jette ma tasse en plastique et on a adapté nos manières de vivre, nos manières de manger au fait que on peut manger n'importe où aujourd'hui, boire n'importe où, avoir sa bouteille de plastique n'importe où et puis on la jette. Voilà. Et donc, c'est complètement soumis à nos désirs.
Mmh. et tout se passe comme si ça n'existait pas après nos désirs. On a complètement invisibilisé et l'amont et l'aval. Je veux Mmh. dire qu'on a invisibilisé d'où ça vient. Il a fallu aller extraire du pétrole là-bas au Moyen-Orient. Extraire du pétrole au Moyen-Orient, c'est favoriser des Émirats, c'est favoriser des guerres là-bas, etc., etc. Il a fallu créer des pipelines pour l'amener jusqu'au port de Marseille. Tout ça pour fabriquer un petit jouet pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Mmh. Voilà. Mmh. Donc, on a engendré des guerres, on a engendré des tas de choses, et après, usage, on le jette. Mais qu'est-ce qui devient après? Il continue d'exister. Il va rentrer dans l'eau, les rivières vont Mmh. l'acheminer dans l'océan, il Mmh. va persister dans les sols, et aujourd'hui, tous les sols sont plastifiés, tous les océans contiennent des débris de plastique. Donc, il se délite, il se met en débris, il se met en Ouais. micro, voire nanoplastiques, qui sont encore plus difficiles à effacer. Ouais, ouais, On on efface. avait reçu, Nathalie Gontard, de l'INRAE là, qui nous avait, expliqué un petit peu ces phénomènes et ce que je trouve époustouflant dans votre réflexion, c'est de lier en fait les matériaux avec le temps, avec la temporalité. Là, vous disiez justement, le pétrole, il y a aussi tout ce temps de, d'aller le chercher et cetera, mais il y a aussi que cette matière organique, elle suppose qu'elle a vécu dans des temps qui nous dépassent complètement, qui sont ces temps géologiques. Peut-être qu'on pourrait vous entendre là-dessus parce que c'est passionnant. Oui, je pense que c'est ça le principal problème de ce qu'on appelle aujourd'hui l'anthropocène. C'est Mmh. ce conflit des temporalités. C'est vraiment un conflit de temporalité. Il faut des centaines de milliers d'années pour fabriquer du pétrole à partir de plancton ou de plantes. Hein, c'est d'origine végétale. Aujourd'hui, c'est établi. Il y a eu des grands débats. Donc, quand on consomme 50 litres de pétrole pour faire un voyage Paris-New York, par exemple, et quand je dis 50 litres, je connais rien aux chiffres, hein, Mmh. je ne sais pas combien on consomme des années, des Mmh. millions d'années. Mmh. C'est ce qu'on appelle la chronophagie. On mange du temps. Et en quelques heures, pour gagner un peu de temps, nous, dans notre vie quotidienne, eh bien, on mange des millions d'années que la Terre a mis à fabriquer ces matériaux de base, ces matières premières. Ou Parce qu'en ces... fait, le plastique, du coup, remonte en fait, à l'apparition de la vie sur Terre, quoi. C'est la fossilisation de tous cette matière organique, c'est ça? C'est ça, ça présuppose déjà que le vivant soit déjà apparu sur Terre, mais pour que le vivant soit déjà apparu sur Terre, il y a toute une histoire au préalable. Mmh. Et donc, c'est toute cette longue durée qui est incorporée dans la matière. Et donc, Mmh. c'est s'habituer à voir les matériaux qu'on utilise comme des êtres qui existent dans le temps et qui ont leur Mmh. propre histoire. Et pour moi, c'est ça qui est essentiel. C'est pas facile. Parce que quand on regarde le tableau périodique des éléments, on a l'impression qu'ils sont là de toute éternité. On parle d'ailleurs, on dit la charte de la nature, comme si c'était gravé de toute éternité. Pourquoi? Parce que les sciences de la nature ont détemporalisé les choses Mmh. Oui, le et prisme du temps n'est pas pris n'est en pas compte, du en tout fait. intégré dans la science classique, intégré dans la thermodynamique quand même, hein, puisqu'il y a l'irréversibilité du temps, mais pas dans la mécanique classique en tout cas, mais même pas dans la chimie. Dans la chimie, Ouais. on fait abstraction du temps. Et la grande ambition des chimistes aujourd'hui, comme c'était d'ailleurs l'ambition des alchimistes, c'est d'accélérer les processus naturels, de Mmh. penser qu'on peut accélérer les processus naturels. Les alchimistes pensaient que les métaux étaient vivants et qu'en transmutant du plomb en or, ils accéléraient simplement le processus qui se fait dans les mines à une autre échelle de temps. Du moins, c'est ainsi que je le comprends. Je ne suis pas sûre de très bien comprendre. Mais ce qui est sûr, c'est que les chimistes n'ont pas l'habitude de penser les matériaux dans le temps et les substances dans le temps.
Et cette idée qu'il faut les penser comme des choses qui sont apparues, qui ont une histoire cosmologique, une histoire géologique, une histoire biologique, puisqu'il n'y a pas de séparation fondamentale entre le géo et le bio. La Terre a été façonnée par le vivant, et le vivant n'a pu apparaître que dans les conditions terrestres. Donc bio et géo sont intimement connectés. Et il y a toute une histoire aussi culturelle, humaine, sociale. Voilà. Donc, je pense que penser ces matériaux dans le temps, c'est quelque chose qui peut profondément changer notre rapport aujourd'hui à la création et avec des matériaux. Donc ça veut dire que tous les matériaux cachent des temps très, très longs. Là, vous parliez, pour résumer, mais parce qu'on peut aussi regarder, il y a ces temps géologiques et cetera, mais il y a aussi les temps historiques et humains et j'ai écouté une interview de vous où vous parliez, c'était passionnant en fait, vous expliquiez comment la sensation du temps n'a pas été du tout, celle qu'on connaît aujourd'hui pendant, énormément de siècles en fait. On Oui, il y a des historiens qui ont beaucoup étudié ce qu'on appelle les régimes de temporalité et montré que, mais là j'emprunte leur travail, montrer que, notre vision du passé, du présent et du futur mmh, est culturellement déterminée. Et ce qui caractérise la modernité, c'est que c'est orienté vers le futur et qu'on interprète le passé et le présent en fonction du futur. D'où toutes ces politiques d'anticipation, de prédiction, de projection dans le futur. Et le futur est considéré comme étant à disposition. On peut faire quelque chose, tandis que alors c'est plus compliqué que ça, mais je simplifie. mmh, Dans l'Antiquité, le futur, il était inscrit et on avait une destinée et on était finalement les instruments du destin. Rappelez-vous mmh, l'histoire d'Œdipe qui malgré tout, va, coucher avec sa mère et tuer son père, voilà, même si on a tout fait pour qu'il y échappe. Ouais, mmh. c'est donc je simplifie, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais en gros, le futur n'était pas à disposition. Le futur n'était pas entre nos mains. Tandis que ce qui caractérise le régime de temporalité moderne, tel que décrit par l'historien allemand Koselleck et l'historien français François Hartog, c'est précisément cette notion d'un futur qui commande toute la perception du passé et du présent. Quelles sont les leçons un petit peu qu'on pourrait retenir de tout ça, notamment quand on est, et là je repars aussi par rapport à cette vision, du temps des matériaux plastiques. Quand on est designer, décorateur, architecte d'intérieur, éditeur de mobilier et cetera et qu'on doit penser aujourd'hui des objets parfois un peu techniques, du quotidien et cetera. On voit donc c'est intégré dans notre prisme de lecture des matériaux, les différents temps et qu'est-ce qui serait peut-être, soutenable, souhaitable? Je pense que c'est les pensées dans plusieurs temporalités. C'est pas tellement les pensées seulement dans la longue durée, c'est-à-dire dans le temps chronologique, mais aussi penser qu'il relève de plusieurs types de temps, il y a plusieurs temporalités. Il y a des temps multiples, de même qu'il y a des matériaux multiples, il y a des temps multiples. J'entends par là que il faut, quand on est me semble-t-il, quand on façonne des objets, les penser à la fois dans le temps géologique, c'est-à-dire comme étant fait à partir de matières premières, comme le lithium, puis pour faire des batteries aujourd'hui. Mmh. Donc c'est une temporalité qui est à la fois cosmologique et géologique et biologique, mais aussi, donc ça c'est ce que j'appelle la temporalité vraiment matérielle. Mais si on regarde les plastiques, j'ai évoqué tout à l'heure que c'était les matériaux du désir, les matériaux de l'émancipation, de la modernité, etc. Il faut aussi les penser dans l'histoire culturelle. Et je pense que ça, c'est vraiment très, très important de ne pas séparer l'histoire culturelle, de voir que ces matériaux ont façonné notre façon de vivre, notre rapport à la matière, nos comportements. On considère naturel aujourd'hui de Mmh. jeter après usage, au lieu de réparer, au lieu de prendre soin des objets. Voilà, et donc ça, c'est important, mais il y a aussi l'histoire environnementale. S'interroger sur
Que deviennent ces matériaux dans l'environnement? Qu'est-ce qu'ils font après? Et là, j'insiste beaucoup, c'est de considérer ces matériaux comme étant actifs. C'est des agents au sens où, et ça, il faut réapprendre ça. C'est ça qui est vraiment fondamental. Je travaille beaucoup en ce moment sur la passivation des matériaux qui a été impliquée par le régime de production industrielle. C'est-à-dire que les plastiques en sont vraiment le couronnement, puisqu'on fabrique en même temps le matériau et l'objet. D'accord. Et donc, ces objets-là nous ont désappris que le carbone, qui est la matière première de ces polymères, eh ben, il a sa propre vie et il Mmh. continue d'exister, lui, et les molécules qu'on a utilisées, elles continuent d'exister après. Donc, on a désappris, et c'est le régime de production industrielle qui a permis cela, parce que non seulement il y a ce grand rêve d'émancipation des contraintes de la matière, mais ce rêve, on l'a mis en pratique. On Ouais. l'a mis en pratique, je veux dire que le passage des procédés de fabrication artisanale aux procédés de fabrication industrielle sont des opérations de passivation. Et Mmh. j'en prends pour exemple le bois. J'ai dit tout à l'heure que le bois est l'archétype de tous les matériaux, puisque c'est Mmh. le cœur. Or, le bois est précisément un matériau qui est pas du tout malléable ni plastique. Pourquoi? Parce que il est hétérogène, il est composé, composite, on dirait aujourd'hui. Il n'est pas isotrope, ça veut dire qu'il n'a pas les mêmes propriétés partout, suivant que vous êtes au cœur de Ouais, l'arbre, près de, voilà. Et en plus, il réagit beaucoup à l'environnement. Vous savez bien que votre porte en bois, quand il fait ça humide, gonfle. ça gonfle. Voilà. Donc, il répond à l'environnement. Ça, Mmh. c'est pas bon du tout pour la production industrielle. En C'est en ça qu'il production, est actif selon vous? voilà, il est actif et réactif. Mmh. Et pour la production industrielle, on a besoin de matériaux isotropes, homogènes, non réactifs. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a utilisé le savoir ou c'est plutôt les artisans qui eux-mêmes se sont transformés en industriels. Les artisans qui avaient utilisé des Mmh. méthodes de laminer les bois précieux pour faire des couvertures de surface de bois précieux sur de la marqueterie. C'est-à-dire qu'on met des bois précieux sur des bois moins précieux pour Mmh. faire des dessins. Or, ces techniques-là, qui consistaient à coller des pellicules fines de matériaux, Mmh. on a laminé, 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 laminé et fabriqué des structures avec des couches de laminé. Et ça s'appelle, comment ça s'appelle? Ouais, du mélaminé, ouais, enfin, c'est Des laminés, des des bois conglomérats, agglomérés. Mmh. des bois agglomérés, voilà. Et donc, aujourd'hui, on utilise toujours autant de bois que par le passé, mais on n'utilise plus le bois brut, on utilise des bois recomposés et pour être industrialisés. Donc, on casse les fibres, alors que les fibres, c'est précisément ce qui fait la qualité du bois. On casse les fibres, tchouk tchouk, on mélange tout avec des résines, des polymères, des colles, et on fabrique des contreplaqués, des agglomérés qui coûtent beaucoup moins cher. Et aujourd'hui, on déforeste toujours autant, mais on n'utilise plus le bois pour ses propriétés à lui. On l'a complètement soumis. On l'a complètement discipliné, on l'a complètement soumis à nos contraintes à nous. Et l'autre effet pervers de ça, c'est qu'au niveau du recyclage, en fait, comme on a plein de matériaux qui sont, en fait, des compositions de plein d'autres, choses, comment on fait aujourd'hui pour les séparer après? C'est le grand problème aujourd'hui. Toute la grande innovation technique du XXe siècle a été vraiment de jouer sur le composite, sur les mélanges, et d'obtenir par mélange ce qu'on ne peut pas obtenir en prenant un matériau naturel. Et l'invention des composites très techniques qu'on utilise aujourd'hui pour les skis, les raquettes de tennis, mais surtout on les a utilisés pour des applications militaires, hein, pour faire des missiles, des fusées, etc. Il fallait des matériaux à la fois légers, comme les plastiques, mais aussi forts
et résistant que les métaux et aussi résistant en haute température que les céramiques. Et bien, on a réussi à le fabriquer en mélangeant des résines avec des fibres de carbone, etc., etc., ou des fibres Mais maintenant, elle est séparée. Les trois quarts des pales d'éoliennes aujourd'hui sont faites en composite et on ne sait pas les recycler. Mmh. Parce que le prix de la séparation des résines et des fibres de carbone, qui coûte très très cher à fabriquer, ces fibres de carbone, eh bien, est supérieur au prix de en refaire des nouvelles. Mmh. Et ça, c'est la technique du composite a été vraiment ce qui nous a libérés des contraintes naturelles, mais aujourd'hui, ça nous retombe sur le nez. Bah, ça nous retombe sur le nez avec tous ces déchets ultimes. En fait, c'est ça, qu'on ne sait pas gérer, en fait. Ben, on sait les gérer parce que simplement on se contente de les brûler on appelle ça de la valorisation pour faire de l'énergie, mais c'est une dégradation. Alors qu'on n'a pas su profiter des qualités des fibres du bois. Voilà. Et donc, réutiliser des matériaux bruts, naturels, c'est valoriser précisément ce que le vivant a fabriqué et essayer de nous adapter à ce qu'il a fabriqué au lieu de l'inverse. Ouais. Est-ce que dans la pensée que ce soit Bruno Latour, mais aussi des gens comme Baptiste Morisot, etc., cette notion du temps apparaît aussi, et je crois qu'il parle, Baptiste Morisot, à un moment donné, du temps de résidence sur Terre. Est-ce que du coup, si on entre et si on a un prisme plutôt avec des matériaux qu'on avait appelé avec Olivier Hamon de la bioéconomie circulaire, en fait, cette économie circulaire qui ne contiendrait pas d'éléments classiques qui viennent agglomérer, etc. Est-ce que là, il y aurait d'autres histoires à raconter? Qu'est-ce qui pourrait surgir d'une approche comme ça? Est-ce que ça pourrait être du standard différencié? Est-ce que ça pourrait être vraiment de l'industrie encore? Et je pense que cette idée de tenir compte de la temporalité propre aux matériaux, ça inclut de resituer le temps de résidence. Leur temps de résidence dans les sociétés humaines est ridiculement petit par rapport à leur temps de Mmh. résidence sur la Terre. Voilà. Mmh. C'est de prendre conscience que, loin d'être ces matières dociles que l'on fabrique, en fonction de nos désirs et de nos besoins, ils ont une existence objective et de se laisser surprendre par leur étrangeté. C'est pour ça que moi, ce qui m'a passionnée dans le carbone, c'est combien le carbone, qui est le plus vieux compagnon de l'humanité, puisque les premiers dessins dans les grottes préhistoriques, c'est fait avec du charbon de bois ou avec des pigments, mais en tout Mmh. cas, le charbon de bois est l'un des composants. Et si c'est vrai que le feu, c'est ce qui définit l'humanité, notre rapport, le charbon, c'est le produit du feu. Et donc, le carbone est le plus vieux compagnon de l'humanité, mais il ne cesse de nous étonner, de nous surprendre. Regardez les nanotubes de carbone qui sont aujourd'hui révèlent des propriétés tout à fait intéressantes. Le graphène qui nous apprend à penser les matériaux en deux dimensions, comme des pures surfaces. Enfin, c'est fou. Et les matériaux peuvent nous révéler, nous apprendre quelque chose, mais apprenant d'eux. Donc c'est une Euh, question de posture. c'est une question de posture et surtout de les traiter comme compagnons. J'aime bien cette expression de Mmh. matériaux compagnons ou partenaire de nos aventures et il faut faire avec et non pas comme ce qu'on soumet, ce qu'on plie à nos désirs. Donc, c'est pas travailler sur la matière, mais c'est travailler avec la matière. J'emprunte cette distinction à Raphaël Larère, qui a été un des pionniers en ce domaine dans l'écologie de l'agriculture en l'occurrence. Est-ce que ça veut dire aussi que donc créer des objets de manière moins anthropocentrée peut-être? Parce que vous voyez souvent, quand on est, architecte designer ou en tout cas quand on est prescripteur de matériaux, on va choisir parfois en se disant aussi: «Bah, ça c'est renouvelable, ça c'est, soutenable, durable», enfin tous ces mots. Et là, quand on ouvre ces nouveaux prismes, comme vous dites, avec une relation avec les matériaux comme compagnons et puis un rapport à la temporalité qui est complètement différent, on doit toujours du coup se redire: «Mais renouvelable par rapport à quoi?» Enfin, plus par rapport à l'échelle de notre vie, en fait. Oui, et ça, je pense que c'est très important pour les designers. Déjà, les ingénieurs en matériaux
ont déjà appris, et ça c'était un grand progrès, à penser selon, et j'aimerais le dessiner, mais je le dessine avec mes doigts, Mmh. à penser ce qu'on appelle le tétraèdre. C'est-à-dire, au lieu de penser de manière linéaire, si je veux telle fonctionnalité, alors je dois avoir telle propriété et donc telle structure. C'était un pur triangle. Structure, propriété, fonction. Et OK. ça, c'est le point de vue initial. Ils ont appris à inclure dedans une autre dimension qui est le procédé et avoir Mmh. une démarche plus systémique, plus holiste, c'est-à-dire pour choisir un matériau, d'inclure le procédé. Puis récemment, depuis 2 décennies environ, ils ont inclus la soutenabilité ou la durabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est recyclable? Est-ce que c'est renouvelable? Et je crois qu'il faut réinclure maintenant encore une autre dimension, une sixième dimension, c'est la temporalité de l'objet en dehors de nous, par rapport à la planète et par Mmh. rapport même à l'histoire, cosmique, puisque la planète n'est que une planète dans le cosmos. Et c'est une opération de décentrement qui est très coûteuse. Mais c'est pour ça que j'aime bien utiliser l'expression de temps-paysage, c'est-à-dire de comme on constitue des paysages, avec des tensions, entre les objets, des relations entre Mmh. les pôles et les objets, d'étendre ça à l'échelle temporelle. Il y a plusieurs temporalités, eh bien, essayons de créer des objets qui marient de manière moins conflictuelle les temporalités. Ces diverses temporalités cosmiques, géologiques, biologiques, historiques, et cetera. C'est marrant parce que ça me fait penser, vous disiez tout à l'heure qu'on commençait avec la matière qui était, étymologiquement, liée à la création, à la naissance et cetera. Là, ça veut aussi dire parce que quand on réfléchit, on est en tant qu'humain, on apprend enfin, en tout cas, le domaine où on sait réfléchir sur plusieurs générations, c'est quand on donne la vie et qu'on a des enfants ou qu'en tout cas, on a, justement ce souci de procréer et de d'être un «bon ancêtre» entre guillemets. Est-ce que le fait d'arriver aujourd'hui à réfléchir dans une temporalité qui est en dehors de nous, c'est hyper compliqué. Est-ce que le 1er pas de cet escalier-là, la première marche, ça pourrait être justement de pour faciliter un peu ces démarches, même intellectuellement pour l peut-être, les jeunes ou les moins jeunes, hein, qui essayent de bifurquer, parce que c'est pas vraiment transitionner, c'est vraiment la changer complètement de manière de voir. Est-ce que raisonner comme ça, sur des plusieurs générations, ce serait une première étape? Oui, oui, absolument. L'approche générative, je dirais, par opposition à l'approche purement productive. C'est important. C'est important, Tim Ingold travaille d'ailleurs un peu là-dessus, c'est-à-dire de penser les choses et c'est vrai que l'étymologie mater peut nous intéresser pour ça, mais pas Mmh. seulement. C'est très, très important déjà de se référer à ces matériaux effectivement comme des choses qui sont comme vivantes. Mais je dis comme vivantes, hein. C'est pas faire de l'animisme, puisque c'est pas notre ontologie, l'animisme, en Occident, mais c'est faire comme et c'est les traiter comme des altérités qui ont leur propre vie et les respecter, respecter leur propre temporalité, leur propre vie, leur propre réactivité avec l'environnement. Et voilà, c'est plutôt que sur, la succession des générations dans un temps chronologique, c'est faire attention à l'altérité des à l'hétérogénéité des temporalités. Et je pense que ça peut être intéressant dans notre relation à l'environnement. Et est-ce que du coup, on pourrait un peu cesser de parler d'usage et alors si ils sont comme vivants, est-ce qu'on pourrait leur donner et envisager des rôles pour eux, du coup, successifs? Oui, faire des jeux de rôle, pourquoi pas? Faire des jeux de rôle, essayer en tout cas dans la création, ça pourrait être intéressant. De voir quel est le rôle, dans une sorte de paysage ou de drame, quelle est leur partition à eux? Qu'est-ce qu'ils jouent là-dedans? Oui, ça c'est une très bonne suggestion, je pense, qui peut être intéressante pour former des designers.
C'est une bonne métaphore. Et ils sont actifs, ils sont acteurs et ils ont un rôle à jouer. Alors quel rôle ils jouent et nous, quel rôle on va jouer par rapport à eux? Mais nous, on n'est pas les metteurs en scène, hein. On est simplement acteurs avec eux. Mmh. Les metteurs en scène, il n'y en a pas. Il n'y a pas un Mmh. policier qui a surtout là, qui coordonne tout. Il n'est pas là. Il est pas là. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais vraiment, c'est un travail, ça veut dire aussi un peu sur nous quand même, parce que c'est pas C'est un évident travail sur de. nous essentiellement qui passe. Alors, le gros mot qu'on utilise en philosophie, c'est en finir avec l'exceptionnalisme humain ou avec Mmh. l'anthropocentrisme. Mais bon, on peut dire ça autrement. C'est Mmh. vraiment, c'est une chose aussi bête qui est apprendre à se décentrer, quoi, et à penser le point de vue des autres. Mmh. Et alors, on termine parce que quand même, ce podcast s'appelle Où est le beau? Et je voudrais juste regrouper un petit peu parce que moi, la manière dont je différenciais, on va dire, le beau des origines, qui est en fait ce beau qui nous précède et qu'on n'a absolument pas créé, nous les humains, et le beau des créations humaines. Est-ce que vous pensez quand même que dans tout ça, notre relation avec les matériaux, notre relation avec, les objets, les choses et cetera, le beau a quand même quelque chose à jouer? En tout cas, pour moi, le beau, c'est ça, c'est cette émotion qui fait qu'on a envie d'éloigner un objet ou quelque chose de la poubelle, en fait, de le réparer, d'en prendre soin et cetera. C'est quelque chose qui nous met en élan pour un quelque chose d'inerte, quoi. Est-ce que quelque part Oui, pour vous, ça aurait un écho ici? oui, c'est tout à fait. Je faisais allusion à ce paradoxe des plastiques. On valorise beaucoup leur plasticité, mais du coup, on les dévalue complètement. C'est Mmh. des objets purement remplaçables qui n'existe qu'un instant, l'instant de notre utilisation, la bouteille de plastique que je vais jeter immédiatement après, et ce de quoi c'est fait, toutes les millions d'années qu'il y a dans une bouteille plastique, je l'ignore complètement, je les ignore complètement. Donc effectivement, oui, c'est cette injure qu'on fait à ce qui est incorporé dans ce matériau qui est, me semble-t-il, laid. Le lait, c'est l'injure qu'on fait à cette temporalité incorporée. Super, merci beaucoup Bernadette. On Merci. arrive à la toute fin de cet épisode. Peut-être juste une dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous vient en tête qui pourrait nous aider à cheminer encore un petit peu sur ces questions-là et qu'on pourrait peut-être aller voir ou qui serait peut-être intéressant de contacter pour une discussion ou un Oui, échange? sur chimie verte, que là, moi, je sors d'un congrès de chimistes et je peux vous assurer que c'est pas triste. Ouais, c'est On n'en a spécial. pas parlé. Oui, c'est vrai, la chimie Ils verte. sont en train de déconstruire tout ce qu'ils ont construit au XXe siècle. Ah ouais. Et déconstruire est plus dur que construire. Donc, allez voir des chimistes, ça vaut la peine. Hmm, entendu. Bah, OK, merci au revoir. beaucoup.